La petite interview avec Maxime Chatham. Salut Max. Salut Fad. Alors, comment tu as commencé le jeu de rôle? Voilà, je l'ai commencé presque par hasard parce qu'on m'a offert, je devais avoir 12 ans à peu près, on m'a offert la troisième boîte, je crois, de Donjons, Advanced Donjons et Dragons en français et je comprenais rien parce que j'avais aucune notion de ce qu'était le jeu de rôle et j'essayais de comprendre, mais c'était une extension, c'était absolument habitable pour moi. Et c'est un ami qui m'a dit, mais attends, mais moi je vais t'expliquer comment ça fonctionne le jeu de rôle et je vais t'initier avec un truc qui s'appelle le JRTM. Donc le jeu de rôle dans les terres du milieu. Et j'ai commencé, je devais avoir 12-13 ans, par Tolkien, forcément, j'avais adoré le lire, donc j'ai adoré y jouer. Ça a été ma première vraie expérience de rôliste, et là c'était terminé, parce que je suis tombé dessus, et aujourd'hui à 40 ans, je joue encore régulièrement. Et ta table de rôliste, la première table de rôliste, était constituée de quelles personnes? Des gens de l'école, du collège ou Première table de rôliste, c'était des copains, avant tout, de droite et gauche, c'était des amis du type qui m'a initié. Et ensuite, j'ai eu envie, moi, de montrer à mes potes ce qu'était le jeu de rôle. Donc, j'ai commencé avec. On a fait les 3-4 premières années, on a essayé tout ce qui se faisait dans le jeu de rôle à l'époque. Donc, surtout du médiéval fantastique, avec des copains, moi, des copains d'école surtout. Et puis, très vite, on a fait du Cthulhu avec mon cousin. Je me souviens aussi des soirées ensemble à faire des soirées d'appel de Cthulhu avec des scénarios un peu glauques, où on improvisait énormément. Et puis j'ai continué comme ça de fil en aiguille au collège et au lycée j'ai monté un club, ce qui était génial parce qu'on avait nous pas un rond personnel mais le lycée nous avait offert un peu d'argent pour acheter quelques bouquins, donc on n'avait pas été très honnête dans la mesure où on n'avait pas acheté des bouquins pour initier des attends, rôlistes. un lycée qui donnait de Ouais, l'argent pour acheter des bouquins de jeux de rôle? ouais, on avait un super lycée pour ça. C'était avant Mireille Dumas alors. Ben, je pense que c'était à peu près à l'époque, hein. On avait un lycée assez ouvert d'esprit. Et nous, en fait, on s'est servi du fric pour acheter les extensions qui nous manquaient pour nos jeux de rôle. Donc, on initiait des gens qui étaient curieux, c'est sûr, mais on faisait quand même beaucoup jouer les copains qui avaient l'habitude. Donc, à l'époque, c'était du Cthulhu, c'était du Star Wars, c'était un peu de Warhammer. Qu'est-ce qu'on a fait? Beaucoup de Rêve de Dragon, qui est un jeu de rôle que j'adore, un peu de Maléfice. Enfin, tous les jeux, un peu de James Bond, tous les jeux très classiques de l'époque, c'est-à-dire des années 90, Innominé Satanis, Cyberpunk, Vampire, après, bien sûr. On est passé par toutes les étapes du jeu de rôle, de son évolution en France. Euh, et voilà, ça a été pour moi un révélateur en tant qu'être humain, parce que je me suis dit, j'adore raconter des histoires. J'ai envie de raconter des histoires, j'ai envie de continuer à faire ça au quotidien, pas seulement pour m'amuser et divertir 3-4 copains, j'ai envie de le faire avec encore plus de monde. Et c'est comme ça que petit à petit, en fait, ce que je faisais comme un loisir, écrire dans mon coin des nouvelles, j'ai eu un moment l'idée un peu folle, ben, est-ce que ça pourrait pas être un métier, écrire des bouquins? Alors, écrire pour le jeu de rôle, j'avais entendu Didier Guizerix et je me souviens encore de la phrase, elle m'avait marqué dans un des casus belli de l'époque, je crois que je les ai encore tous, qui disait ah, si vous voulez bosser dans le jeu de rôle, quand même, c'est préparez-vous, vous allez vivre avec des slips sales et manger des chips toute votre vie parce que ça paye pas. Et je m'étais dit, bon, donc ça va être compliqué de s'en sortir. Et j'avais la naïveté de croire qu'avec des romans, on pouvait vivre plus correctement sa vie, avant de me rendre compte que non, c'est très compliqué aussi. Alors moi, j'ai eu la chance inespérée d'avoir du succès avec mes livres, mais c'est quand même rare et voilà, c'est exceptionnel. Donc j'ai eu pendant longtemps d'autres projets professionnels qui étaient des projets pour vivre, pour bouffer, tout simplement payer les factures. Et j'écrivais dans un coin en me disant, bah, c'est pas grave, l'écriture c'est mon rêve, c'est ce que j'aime faire. C'est un prolongement d'une certaine manière du jeu de rôle. Et à côté de ça, je continuais à écrire pour le jeu de rôle, euh, dans mon coin, bien sûr, des scénarios pour mes potes, et à jouer des parties. J'ai quasiment eu 3-4 années de pause de jeu de rôle dans ma vie, mais sur les 27-28 dernières années, j'ai quasiment joué tout le temps. Je reviens un peu en arrière, là, ta première partie de jeu de rôle. Quel a été ton premier personnage justement? Waouh. Je crois que je me souviens plus très bien, mon premier personnage, j'avais 12 ans, c'était JRTM. Je crois que c'est un personnage qu'on m'avait pré-tiré. Mais ensuite, j'ai pu commencer à créer un personnage moi, et pendant longtemps, j'ai tourné un peu en boucle autour du même type de personnage. Je jouais tout ce qui était possible de jouer en Heroic Fantasy, c'était le jeu que je préférais à l'époque. Le Medfan, je jouais à une espèce de croisement entre un guerrier et un rôdeur, ou un roublard. En gros, j'avais un modèle, c'était Man Martigan dans Willow. C'est idiot, mais j'avais 13-14 ans quand le film est sorti, j'avais adoré, je me suis dit waouh, c'est génial, c'est le Seigneur des Anneaux en film. Pas exactement ça, mais bon, à cette époque-là, c'est comme ça que je le percevais. Et voilà, et je me disais, je veux retrouver ce héros-là, quoi. Moi, les magiciens, j'aimais pas trop ça, en tout cas le jouer.
Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, quand je peux jouer à un jeu de Medfan, je joue quasiment jamais un magicien. Ça m'emmerde profondément les magiciens. J'adore les copains le fassent parce qu'on peut pas vivre et survivre sans mage. Mais moi, j'ai toujours un guerrier. Voilà. J'aime pas le guerrier bourrin. J'aime bien le guerrier voilà, qui a plusieurs cordes à son arc, etc. Un peu roublard, un peu rôdeur, quoi. Alors malgré tout, tu es plutôt maître de jeu, hein, tu préfères le rôle de Ouais, maître de jeu. ouais, Et est-ce que tu peux dire que, même si tu as commencé tôt à écrire, est-ce que tu peux dire que le jeu de rôle t'a aidé dans l'écriture ouais. du roman? Ouais, ouais, bien sûr, parce que le jeu de rôle m'a appris quand même beaucoup, beaucoup de choses dans l'écriture, dans la mesure où, pour faire une bonne partie de jeu de rôle, un bon scénar, il faut se structurer, il faut créer un vrai background qui soit riche, cohérent derrière son histoire. Il faut pas juste. Un bon scénar, c'est pas juste. Enfin, c'est mon opinion, mais c'est pas juste, tiens, j'ai une idée et je raconte mon idée en quelques lignes. Non, c'est un background riche derrière. C'est pourquoi ce scénar-là s'est mis en place, quels sont les tenants et les aboutissants, parce que je considère qu'un scénario, ça va au-delà même de l'histoire qu'on va raconter avec les joueurs. J'ai le sentiment qu'une bonne partie de jeu de rôle, à la fin, les joueurs doivent se dire on a contribué à être un maillon d'une chaîne plus vaste. Et j'aime bien une partie où les gens se disent ok, nous, on a vraiment eu une interaction avec l'histoire, on a agi, on a été proactif et ça a eu des vraies conséquences sur le monde dans lequel on évoluait. Et en même temps, on sent bien que le monde, il est au-delà de juste notre petite histoire et qu'il y a des tenants et des aboutissants, ce qui fait que ça peut ouvrir sur des suites, mais surtout, ça restitue toujours un groupe de joueurs dans un univers. On n'est pas seulement les héros du monde, on est un petit groupe de héros qui ont réussi quelque chose, que ce soit l'appel de Cthulhu, à Polaris, Star Wars ou Pathfinder, parce que je joue pas mal à Pathfinder. Euh, il faut toujours que les personnages, je pense, aient le sentiment que ce qu'ils ont fait est formidable, en tout cas qu'ils ont réussi quelque chose, même quand c'est quelque chose de difficile comme l'appel de Toulouse, on peut imaginer, mais que malgré tout, ils le restituent au sein même d'un univers qui est plus vaste qu'eux, et ils se disent, bon bah, on n'a pas changé le monde, mais on a peut-être contribué à notre mesure à faire quelque chose de bien. Et ça les pousse, je trouve, à aller encore plus loin dans la partie d'après, etc., etc. Et c'est comme ça qu'on crée des grandes lignes de personnages, des grandes fresques et finalement des campagnes. Donc, même un petit scénario, pour moi, c'est un background, c'est des PNJ qui sont riches, qui sont forts, qui ont une vraie raison d'être. Et l'écriture de roman m'a appris aussi à faire jouer aux joueurs dans un univers où tout a une résonance. C'est-à-dire que je leur fais pas juste rencontrer un personnage, et comme dans mon scénario, le personnage, il n'a pas d'importance, bon, bah, je le plie en 2 secondes, on passe à autre chose. Non, je crois que c'est important que les joueurs se rendent compte que le type qu'ils ont en face d'eux, il a une vraie vie, une profondeur, il a des tics ou des habitudes ou pas envie de leur parler ou envie de leur parler pour des tas de raisons qui sont propres à sa vie, à lui. Même si le personnage il a aucune espèce d'importance dans le scénario. Parce que dans un roman, c'est ça, si dans un roman on appuie que sur les personnages importants, au bout de 50 pages, bon, ben, on a tout compris, on sait qui est important et c'est un peu. Enfin, ça marche pas quoi. Surtout dans un roman policier. Dans un jeu de rôle, c'est pareil, je pense qu'il faut que les joueurs aient le sentiment très vite de se dire ok, le monde autour de nous est vaste et riche, et le joueur, le maître du jeu ne va pas à chaque fois nous pointer du doigt avec sa façon de nous raconter quels sont les personnages importants et pas importants de l'histoire. C'est à nous de faire le boulot, c'est à nous de creuser, c'est à nous d'être malins, d'avoir des bonnes idées et d'y arriver avec des bons jets de dés de temps en temps, parce que je suis un maître du jeu qui joue beaucoup avec les dés, c'est important pour moi. Je sais que dans le jeu de rôle, on a des écoles qui s'affrontent pas mal autour de ça. Moi, pour moi, le lancer de dés, c'est justement ce qui fait la différence. C'est un des éléments qui fait la différence avec l'écriture de roman. Quand j'écris un roman ou une nouvelle, je peux faire ce que je veux, je peux aller dans la direction qui me plaît, j'ai aucune frustration. Dans un jeu de rôle, non, c'est pas ça mon rôle. Mon rôle, c'est de raconter une histoire à un groupe et de la faire évoluer en fonction du groupe que j'ai en face de moi. Et ce groupe-là, il va la faire évoluer avec ses idées individuelles. Chaque personnage va avoir ses idées, mais aussi collectives. Mais au-delà de ça, il y a les dés. Et les dés, c'est le facteur hasard. Dans la vie, quand on a des idées, des envies, ça ne marche pas toujours. Et très souvent, je pense qu'on a tous millions d'exemples de notre propre vie. On a voulu faire ça, ça s'est pas bien passé, mais c'est pas grave, il y a eu autre chose derrière. Dans un jeu de rôle, c'est pareil. Et pour faire cette notion de hasard, de chance, de destin, de tout ce qu'on voudra, pour moi, c'est les dés. C'est pas le maître du jeu qui décide de tout, c'est le maître du jeu qui interprète tout avec ses joueurs. C'est ça qui est important. Et donc, quand mes joueurs ont une idée, qu'elle soit très bonne ou complètement idiote, pas grave, je fais lancer les dés et c'est les dés qui vont me permettre de voir dans quelle direction moi je vais orienter, dans quelle direction je vais pouvoir avoir des raccourcis ou au contraire des fausses pistes, etc. Donc je fais pas mal lancer les dés dans mes parties et je tiens énormément compte des résultats. C'est-à-dire qu'un joueur qui fait un super résultat sur un lancer de dés, il va se rendre compte dans la narration derrière parce qu'il va se passer quelque chose qui va en adéquation. Je trouve qu'il n'y a rien de plus frustrant personnellement en tant que joueur quand on me dit lance les dés que je fais un résultat génial et que derrière il se passe pas grand chose. J'ai envie de dire pourquoi je lance les dés quoi. C'est cosmétique, ça sert à rien. Donc dans ce cas-là on fait un jeu de rôle sans dés, c'est mieux.
Moi, c'est pas ma politique. Moi, il y a des dés, ils servent à quelque chose, et pour moi, le dé est un élément narratif fondamental au jeu de rôle, parce qu'il me permet, moi, en tant que maître du jeu, de me dire, il y a les joueurs qui vont m'amener dans des directions que j'avais pas prévues, mais il y a aussi les dés qui vont nous amener, nous, groupe, autour d'une table, à aller dans des directions qu'aucun d'entre nous n'avait prévues. Et on va tous devoir s'adapter en temps réel à ça. Moi, en tant que maître du jeu, pour la narration, pour les personnages, pour mon histoire, pour qu'elle soit cohérente jusqu'au bout, et les joueurs par rapport à leurs idées et comment ils retombent sur leurs pattes, quoi. Alors justement, en tant que maître de jeu, tu es plutôt joueur, tu aimes bien la prise de risque en fait. Ouais, Et, j'adore la prise de risque. Ouais. et justement, improviser en fonction du résultat du dé, etc. Changer peut-être la trame, Ouais, au il faut que ça reste départ. cohérent. Donc, c'est pour ça que quand j'écris un scénar, j'ai un vrai background autour de ça. J'ai une vraie connaissance des PNJ, de qui ils sont, pourquoi, ce qu'ils font, etc. Après, je suis romancier, je suis sur serveur d'imagination. Donc, heureusement, ça me sauve parce que j'ai pas fait, je crois, un seul scénar dans ma vie que j'avais écrit qui s'est déroulé comme j'avais prévu. Heureusement, d'ailleurs, moi, je fais un univers général, une arborescence, et autour de ça, je me dis, ok, ça pourrait suffire comme scénar. Alors, comme je sais pas toujours, quand je connais pas bien les joueurs, ça se trouve, j'ai un groupe de joueurs passifs. Donc, j'essaie de créer une vraie structure de scénario presque parfois un peu linéaire pour qu'ils puissent s'en sortir. Euh, mais, euh, mais aussi, bon, ça peut être totalement improvisé de A à Z parce que les joueurs ont des idées, des trucs que j'avais pas prévus ou des super idées. Et je trouve que c'est très important pour un maître du jeu de ne pas hésiter à sacrifier ses bonnes idées. C'est-à-dire, on peut, pendant l'écriture du scénar, se dire waouh, ça va être génial à faire jouer. Et parce que dans le scénario, les joueurs ont des idées qui sont bonnes ou mauvaises, des lancers de dés qui sont bons ou mauvais, on va être amené à improviser. Et cette super idée on avait hâte de la faire jouer, se rendre compte que finalement, les plus cohérentes, il faut la foutre à la poubelle. Et improviser quelque chose de neuf qui sera peut-être moins bien dans l'absolu, mais qui sera plus cohérent par rapport aux décisions des joueurs ou aux résultats des dés. Et je trouve que c'est important de faire ça. Je déteste, moi, en tant que joueur, pardon, que mon maître du jeu me dise bah, vous faites ci, vous faites ça, et de me dire bah ouais, à la fin, on se rend bien compte que ce passage-là, c'est un passage obligé qu'il voulait absolument nous faire jouer. Pourtant, on avait eu pas mal de bonnes idées, des bons jets de dés, on aurait pu l'éviter, quoi. C'est frustrant, quel est l'intérêt? C'est comme un jeu vidéo où on est censé jouer dans un monde ouvert et en fait, il y a des murs en permanence. Alors, ça, c'est frustrant au possible, donc non, c'est pas possible. Alors c'est évident que tu es un littéraire, hein, ça se voit à 3 km, mais je pense pas que si tu étais amené à créer un jeu de rôle estampillé Maxime Chatham, est-ce que tu Ouais. t'occuperais de la partie mécanique, technique? J'adorerais m'y investir, j'adorerais. Après, j'ai joué à pas mal de jeux de rôle dans ma vie. Globalement, je suis souvent revenu au basique. Parce que ça marche bien. Au BRP? Ouais, Basic Role Playing? ouais. C'est-à-dire que moi, les systèmes de base qui fonctionnent bien me conviennent bien. Et à chaque fois que j'ai voulu créer un truc, un univers un peu décalé pour mes joueurs, je me suis servi de systèmes qui existaient déjà. Après, c'est sûr que avoir le temps, si j'avais ce luxe incroyable d'avoir beaucoup de temps pour créer un système de A à Z, pensé pour être cohérent avec l'univers dans lequel on développe un scénar, une idée, un monde, etc. Ce serait cool, j'adorerais faire ça. Je pense qu'il faudrait que je le fasse avec quelqu'un dont c'est le métier aussi, qui a une vraie connaissance de tous les systèmes, avec leur mécanique, leurs défauts, etc. Quelqu'un qui a une notion des statistiques, parce que quand on parle de dés, il faut quand même pas aller n'importe où, parce que lancer 3d6 et 1d20, c'est pas du tout la même chose en termes de probabilité, on n'obtient pas les mêmes résultats. Lancer les dés 100, c'est pareil. Donc voilà, faudrait réfléchir. Mais après, comme tout maître du jeu qui joue beaucoup, j'ai jamais gardé un système intact, hein. J'ai toujours réadapté. En ce moment, je joue beaucoup à Pathfinder. Alors, je joue avec une vraie envie d'être dans de la narration, c'est du médiéval fantastique épique, et c'est avant tout, voilà, c'est pas du porte-monstre trésor, on est dans du vrai scénar avec des complexités, etc. C'est ce qui m'intéresse là-dedans, mais avec un système que je trouve vraiment bien foutu, ce qui permet d'être à la fois basique et en même temps hyper riche dans les possibilités. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de modifier des tas de petits points dans les règles. Et bon, ça fonctionne plutôt bien. Donc, ouais, j'aimerais bien créer un jeu de rôle un jour si j'avais le temps, mais pas seul. Je pense que la partie règles, il faut le faire à quelqu'un qui a une vraie connaissance dans la mécanique. Et là-dessus, je connais mes limites. Alors justement, pour terminer, quels sont tes projets dans un futur plus ou moins immédiat? Alors, Il y a un bouquin qui sort déjà. ouais, il y a un bouquin, bon, ça, il y a un bouquin qui sort au mois de juin, mais ça, c'est pas directement lié au jeu de rôle. Euh, Bah, les projets, il y a les projets et les envies. Les envies, je pourrais en parler pendant 10 minutes, vous avez vu, je suis bavard. Euh, mais les projets qui sont plus concrets, euh, j'ai pas mal sympathisé avec l'équipe de BBE, Black Book Edition, parce que je trouve qu'ils font vraiment des trucs bien, ils bossent beaucoup, ils se donnent beaucoup de mal pour faire des choses.
Et quand on sait la niche économique qu'est le jeu de rôle, la complexité de se lancer dans des projets, je trouve que c'est... Enfin, je leur tire mon chapeau, je trouve que... je lis souvent sur les forums de rôlistes qui adorent râler. Le rôliste est un râleur par définition, j'en fais partie certainement. On critique les grands éditeurs, machin, il y a peu de prise de risque, mais enfin, il faut aussi connaître les chiffres et machin avant de râler, parce que on a vite fait d'avoir un succès, de se casser la gueule derrière dans le milieu de jeu de rôle, parce que ça rapporte pas vraiment d'argent, il faut être conscient de ça. Et je trouve que les éditeurs comme Sans Détour, comme voilà, Edge aujourd'hui qui tente des trucs avec Star Wars, ça j'adore, bon, ils sont adossés à un grand groupe, ou BBE, ils tentent des choses, c'est des passionnés avant tout, et j'adore leur démarche. Et le fait est que j'en ai rencontré certains, dont BBE récemment, et qu'en discutant, machin, etc., à l'époque de leur crowdfunding ou financement participatif, sur Chroniques oubliées Fantasy, ils avaient en projet de faire un recueil de scénarios. Il m'a dit, tu voudrais pas en faire un si ça t'amuse, comme tu écris beaucoup de scénars. J'avais pas de temps, et puis finalement un dimanche soir je me suis dit ça me démange, j'avais quand même envie, donc j'ai fait un scénar qui curieusement est aux antipodes de ce que je fais en général, c'est-à-dire c'est un scénario plutôt linéaire et qui était censé être un scénario court et qui est un scénario plutôt long. Bref, mais ça m'a beaucoup amusé, j'ai adoré faire ça. Donc récemment, quand j'ai vu le financement participatif de Héros et Dragons qui cartonnait, qui marchait bien avec BBE, je me suis dit ok les gars, j'ai très envie de faire quelque chose, donc j'ai rien dit au début. Et un jour, j'ai envoyé un email à l'équipe en leur disant bah voilà, j'ai déjà une trentaine, quarantaine de pages sur un setting dark fantasy. C'est pas du Ravenloft, hein, mais on est dans un monde dans lequel les héros sont confrontés à beaucoup de contraintes, un univers assez plombant, c'est noir, beaucoup de complexité pour s'en sortir en tant que héros. Voilà, moi ce qui m'intéressait c'était de mettre des héros d'Heroic Fantasy dans du médiéval fantastique un peu brut comme Donjons et Dragons peut l'être, et de leur dire ok, les guerriers, ce sera pas facile de porter une arme parce que c'est interdit. Les magiciens, ce sera pas facile de lancer des sorts parce que c'est interdit. À partir de là, vous devez quand même être des héros et vous devez quand même vous en sortir dans des histoires complexes, épiques, où on va avoir besoin que vous sortiez les armes et vous balanciez des sorts. Comment vous allez faire? Voilà, donc je me suis lancé dans un projet un peu dingue, un peu ambitieux. Donc ça avance doucement parce que j'ai beaucoup de choses à faire à côté, mais certainement. Et voilà, j'ai énormément d'ambition, d'idées, d'envie pour ce projet-là, qui s'appelle Galdelmos, et qui avance petit à petit. Donc j'espère avoir un bon gros setting dans quelques mois à présenter à BBE pour la sortie d'Héros et Dragons 5. Enfin, vous avez compris la nouvelle édition de Donjons et Dragons, même s'il ne faut pas le dire comme ça. Juste une petite question ultime. Ouais. Une très courte réponse. Quel était ton dernier achat d'un produit jeu de rôle? Mon dernier achat, c'était hier soir. C'était quoi? C'était tout. J'achète tout le temps des trucs. Je suis un rôliste geek compulsif, c'est-à-dire j'achète tout ce qui sort. C'est de l'accessoire. C'est le jeu de tarot qui est vendu pour jouer dans le Curse of Strahd, Donc Ravenloft. qui est le Ravenloft de la nouvelle édition de Donjons et Dragons, que j'ai acheté quand j'étais à New York il y a quelques jours. J'ai commencé à lire en me disant ouais bon, Ravenloft ça a dû se lire et tout, et je prends une claque tellement c'est bon à lire. Le supplément est canonissime. Moi qui écris un truc de dark fantasy, je pouvais pas ne pas le lire, et donc je m'éclate à lire ça, et j'ai déjà envie de faire jouer à des copains, donc j'ai acheté hier le jeu de tarot, et en même temps j'ai acheté le dernier jeu de rôle magazine. Voilà. Très bien. Merci Maxime. Ben, merci à toi. Et à bientôt. J'espère.